Corinne Pelluchon est philosophe et développe dans ses ouvrages une philosophie de la corporéité. Elle a reçu en 2020 en Allemagne le prix Günther Anders de la pensée critique pour l'ensemble de ses travaux. On lui doit notamment les récents ouvrages Paul Ricoeur, philosophe de la reconstruction, Soins, attestation, justice, publié aux Presses universitaires de France en 2022, L'espérance ou la traversée de l'impossible chez Rivage en 2023, ou encore L'être et la mer au PUF en 2024. Vendredi 6 juin 2025, Corinne Pelluchon présentait à la librairie Ombre Blanche son dernier ouvrage aux éditions Rivage, intitulé La démocratie sans emprise ou la puissance du féminin. Bonsoir, merci d'être là pour ces rencontres. Ce soir, on a le grand plaisir d'accueillir Corinne Pelluchon, qui vient nous présenter son dernier livre qui est paru chez Rivage, celui-ci, mais elle édite aussi au Seuil et au PUF, aux Presses universitaires de France notamment, pour ce livre qui s'appelle « La démocratie sans emprise ou la puissance du féminin ». Je suis très heureux parce qu'on l'accueille au milieu de cette exposition de photos de Jacques Lacarrière et elle arrive à peine de Grèce. Voilà, elle était en séjour en Grèce et elle revient ici pour nous parler, mais du coup je trouve que l'ambiance est parfaite. On va peut-être pas tant parler de Grèce, mais voilà. Vous êtes professeur de philosophie à Paris. Une des penseuses en vue du vivant, disons, du rapport avec les animaux, du rapport à la nourriture, du rapport, quelque chose d'une philosophie appliquée aussi au vivant. Ce livre, La démocratie sans emprise, j'ai quelquefois des invités dont j'anime la rencontre qui me reprochent de ne pas commencer par le début de leur livre et de ne pas suivre le raisonnement dans l'ordre. Alors, on n'est pas obligé de suivre dans l'ordre, hein. Mais on va commencer par la première page. Dans la première page, il y a une phrase qui m'a marqué, qui m'a surpris au début de ma lecture, qui est « La démocratie, pour s'épanouir et se transformer, a besoin d'idées, mais surtout d'amour ». Alors, des livres de philosophie politique que j'ai lus, dernièrement ou il y a longtemps, c'est vrai que l'amour, ça apparaît bien peu. Où est-ce que vous placez l'amour dans la démocratie ? Et voilà, quelle place est-ce que l'amour peut avoir dans la démocratie ? Alors bonjour et merci pour cette invitation. Votre question est absolument excellente parce que vraiment elle est au cœur des choses. J'ai voulu montrer que la démocratie, comme l'amour, exige de surmonter le narcissisme. Comme l'écrit un très grand philosophe, un psychiatre de l'école de Francfort, un juif allemand des années 40, 50. Et le narcissisme, c'est-à-dire surmonter le narcissisme individuel et collectif, le narcissisme collectif étant un délire à plusieurs, un nationalisme. Et ça veut dire qu'il peut y avoir des relations qui nous perdent, qui sont un dévoiement du lien. Et ce livre traite en fait des ressorts expliquant l'intrigue qui se noue entre une population et des populistes d'extrême droite, sans juger, mais en montrant que cette fascination quasi hypnotique que certains populistes de droite exercent sur une population, même quand ils n'ont pas un programme socio-économique très articulé, eh bien, elle s'explique non pas par des arguments pour des raisons d'identification, d'intérêt économique liés à une classe sociale, non. Elle s'est liée à des phénomènes que moi je rattache à l'emprise, donc à une relation qu'on peut connaître aussi dans le couple ou la famille, où il y a, mais je vais en parler, c'est les blessures narcissiques, c'est la vulnérabilité des personnes aujourd'hui
aux solutions autoritaires et totalitaires que j'ai voulu expliquer, dont j'ai voulu parler, une vulnérabilité qui est liée au fait que beaucoup d'entre nous se sentent pas importants, remplaçables, substituables, dépassés par un monde qui les soumet à un stress constant, qui leur fait peur. Et certaines personnes vont se servir de cette fragilité-là et ce manque d'amour, de manque de reconnaissance, sentiment de nullité, d'impuissance, pour détourner l'attention de la recherche des causes multiples du malaise, en faisant une psychanalyse à l'envers, en les poussant à ne pas chercher ces causes, mais trouver des coupables qui incarnent un déclassement dont ils ont peur et qui leur permettront, quand ils sont violents envers eux, de soulager un peu leur malaise. Et puis moi, je vais ajouter cette idée d'emprise dont on parlera. Mais c'est vraiment l'idée que, en voulant se sauver parfois, quand on a ces failles narcissiques, ces fragilités, on peut se perdre et être la proie de manipulations qui vont conduire à sa propre perte, même si au départ on s'en rend pas compte. Donc, et dans l'amour aussi, puisqu'il y a des amours qui sont non pas liés au respect de chacun, mais qui sont liés à un dévoiement du lien et où il va y avoir une destruction et une manipulation qui peut conduire à des drames. Oui, puis je voulais dire, donc ça c'est le cœur du livre, mais il y a le diagnostic et puis il y a aussi, et je m'arrêterai là, la solution, le remède, c'est que pour moi, un projet écologiste, humaniste, ne peut pas être proposé comme ça, comme un cheveu sous la soupe, si on n'a pas réparé le tissu social et si on ne pense pas justement ce qui peut soutenir la démocratie. Et ce n'est pas seulement un ensemble d'institutions et de procédures, même si c'est important et j'en parle, il y a des garde-fous qu'on a oubliés dans la démocratie, mais c'est le désir de vivre ensemble, la convivialité, tout ce qui fait qu'on nourrit le lien social. Et là, il y a toute une partie où j'essaie c'est ce que j'appelle la puissance du féminin dont on parlera, qu'est-ce qui peut nous redonner une énergie, une puissance qui ne soit pas la force, qui ne nous mette pas sous l'empire et l'emprise de la force, de la manipulation. Cette question de la perversion narcissique et de l'emprise est extrêmement importante dans votre travail, dans ce travail-là du moins. Je crois qu'on voit tous à quoi ça renvoie au sein d'un couple, où l'amour est dévoyé au sein d'un couple. Est-ce que vous pourriez peut-être préciser à quoi ça renvoie au niveau politique ? Oui, alors il y a plusieurs étapes. Si vous voulez, j'ai au départ, dans ce livre, parlé dans le premier chapitre, La démocratie assiégée, j'ai repris quand même les analyses de philosophes juifs allemands émigrés aux États-Unis qui, dans les années 40, ont étudier tous les discours d'antisémites, de personnalités fascisantes aux États-Unis qui avaient beaucoup de succès. Et ils ont justement trouvé des invariants pour permettre aux personnes de les repérer, de repérer ce qu'ils appellent les prophètes du mensonge. Et donc Léo Leventhal et Norbert Gutermann, donc étaient amis avec Adorno Horkheimer à l'école de Francfort, très importante, eh bien ces personnes ont écrit ce livre, Les prophètes du mensonge, où justement ils montrent que les populistes d'extrême droite s'adressent à l'inconscient des personnes et pratiquent justement cette psychanalyse à l'envers. Au lieu que la psychanalyse met des mots M-O-T-S sur nos mots M-A-U-X pour que nous essayions de ne pas être aveuglés par la souffrance, qu'on essaie un peu mieux d'identifier les mots dont on souffre et qui nous font éprouver un malaise, eh bien, les prophètes du mensonge poussent les personnes à gratter la plaie. Il y a un malaise, et le mot malaise veut dire qu'il y a plusieurs causes, et c'est comme une maladie chronique, on est toujours mal. Mais au lieu il ne crée pas le malaise, mais il l'intensifie en poussant les personnes à gratter la plaie au lieu de trouver des remèdes, au lieu de chercher les causes multiples et de proposer des réformes structurelles pour réparer le monde, ou du moins pour compenser les problèmes liés au grand bouleversement qu'impose le capitalisme tardif, c'est-à-dire
l'accélération, les conditions de travail, l'atomisation, le fait que les personnes sont un peu des rouages, des pions dans des rouages dans le travail, la perte des repères traditionnels, de la famille, tout ce qui fait que les individus ont le sentiment d'être dans un monde froid, ont le sentiment d'avoir perdu un rapport spontané au monde. Si vous permettez, peut-être, je vais lire une petite citation que vous mettez de Lowenthal et Guterman, justement, sur cette question du malaise. Le malaise peut être comparé à une maladie de la peau. Le patient qui en souffre ressent d'instinct le besoin pressant de se gratter. S'il suit les conseils d'un médecin compétent, il évitera de se gratter et cherchera un remède à la cause de ses démangeaisons. Mais s'il cède à sa réaction première, il se grattera d'autant plus vigoureusement. Cet exercice irrationnel, en même temps, augmentera son besoin de se gratter et ne guérira en rien sa maladie. L'agitateur, le fasciste, le personnalité autoritaire, dit « continuez de vous gratter ». Oui, alors il y a donc ça, et donc ça va induire un rapport paranoïaque au monde, parce que, en plus, détournant l'attention de la recherche des causes et de remèdes possibles à nos problèmes, ils vont trouver des cibles à chasser, un gibier à chasser, des personnes qui vont être jugées responsables de tout, et l'agressivité libérée à l'égard de ces cibles va soulager à un moment une population qui se sent perdue, qui a besoin de certitudes faciles et qui va être d'autant plus violente à l'égard de ces cibles que ces cibles incarneront ou un idéal qu'elles ne peuvent pas atteindre, une élite qui les priverait de tout, ou des gens encore plus déclassés qu'eux, les étrangers. Et voilà. Et donc du coup, on voit bien, l'extrême droite souvent se retourne contre les élites entre guillemets ou contre les personnes étrangères et donc vulnérables. Et du coup, alors ça, donc c'est vrai. Et donc il y a l'idée de ce rapport paranoïaque au monde qui va nourrir et réveiller des instincts assez sadiques et une violence. Moi, donc à cela, j'ajoute donc l'idée aussi, vous voyez, que le malaise social, il a des causes objectives et on voit bien qu'il y a une désubjectivation, une perte de sentiment d'estime de soi, de sens de l'appartenance au monde. Et c'est vraiment ça, aujourd'hui, que beaucoup de nous éprouvons. Moi, ce que j'ajoute à cette analyse que je trouve excellente, j'ajoute l'idée de l'emprise. Parce qu'on pourrait dire que les personnes souffrant de reconnaissance, se sentant impuissantes, se sentant démunies, désorientées dans ce monde, ont une blessure narcissique. La blessure narcissique non travaillée génère toujours l'agressivité. Alors pourquoi donc reprendre à Racamier, qui a été critiqué comme pas possible pendant très longtemps, pourquoi reprendre la notion de perversion narcissique, même si je l'utilise pas trop comme ça, mais et d'emprise? Qu'est-ce qu'ajoute cette idée-là? Eh bien, c'est que justement, moi je me suis dit que il y avait l'idée, je voulais aussi voir ce qui distingue l'extrême gauche et l'extrême droite. Il y a beaucoup de points communs, mais il y a quand même des différences. Et j'ai essayé de creuser et faire le portrait d'abord de manipulateurs dans le couple et de ce que c'est que l'emprise, en fait, en me plaçant du côté de la personne qui l'a subi. Comment, justement, les personnalités populistes de droite font flèche de tout bois, recyclent tout un tas de choses, créent un rapport de non-vérité aux choses et surtout vont détecter les fragilités de la population pour induire chez les personnes ce rapport paranoïaque au monde qui fait perdre le sens du réel, qui fait que les personnes vont dire « Ah oui, on est vraiment malheureux. Ah oui, le discours sûr. Ah oui, il y a un tel ou les élites qui font ceci, cela. » Et l'idée, ce qu'il y a dans la perversion narcissique ou dans le problème de l'emprise, c'est le besoin de la violence, le besoin de désigner des ennemis, le besoin de la haine. Chez les totalitaristes de gauche, il y en a eu. Il n'y a pas du tout d'acceptation du pluralisme démocratique, on est clair. Il peut y avoir beaucoup de violence, d'imposer une idéologie par tous les moyens, alors que la démocratie repose sur la proportionnalité des moyens et le pluralisme. Bon. Mais en général, il y a un fond idéologique assez fort, parfois même trop dogmatique. Là, il y a un vide.
tous les discours d'extrême droite, on s'enflèche de tout bois. Par exemple, dans un pays laïque, ils joueront la laïcité. Dans un pays religieux, ils joueront le pays religieux. De temps en temps, ils pourront faire les féministes. Ils vont tout recycler, mais il y a quelque chose, sans tellement de sens de la cohésion, de la cohérence, mais il y a ce besoin de la haine, parce que justement, et dans les analyses des sociologues aujourd'hui, mais également de Racamier, quand il analyse la manière dont certaines personnes avilissent une institution. Dans son cas, c'était son établissement psychiatrique. Comment des personnes auxquelles on confie le pouvoir, parce qu'au départ, elles sont comme le coucou, elles attendent, elles se rendent nécessaires, elles flattent. Mais elles flattent, mais en même temps, elles ont soin de faire que l'autre doute de lui-même et se sente un peu minable, parce qu'elles ne peuvent exister qu'en écrasant autrui. Elles ont donc besoin, pour s'épargner le travail, le deuil de leur toute-puissance, elles ont besoin d'anéantir autrui et de faire souffrir autrui. Si elles n'écrasent pas comme ça autrui, elles sont paniquées, parce que souvent il y a un vide. Donc, ce n'est pas des personnalités qui créent. Donc, du coup, j'ai essayé, moi, de dresser le portrait et de manipulateurs qui soumettent une personne à l'emprise, qui, au départ, on ne les voit pas venir, hein, parce qu'elles ont c'est comme le coucou, hein, vraiment, elles se fondent dans le milieu de la personne, mais elles vont envahir son psychisme. Il y a vraiment l'idée que la personne va faire exactement ce que l'autre dit, va perdre ses amis, va perdre son estime de lui-même, va être isolé et va penser et aimer ce que l'autre lui pense, va être désigné comme le coupable des mauvaises actions faites par le manipulateur, mais il y a un baiser de la mort, c'est-à-dire que c'est la même blessure narcissique qui fait que ces deux personnes se rencontrent. Il y en a une qui a besoin d'exercer sa domination sur l'autre, et l'autre qui finalement va tomber dans le piège, parce que il cherche une validation absolue à l'extérieur, il ne s'aime pas assez. Donc on revient à cette idée de ce qu'est l'air d'être un amour, mais qui est finalement d'emblée une domination, qui aboutit à une destruction mutuelle ou pas. Et en politique, moi j'ai montré que ça avait du sens. Et ça avait du sens, donc je me suis appuyée sur un certain nombre d'exemples. Et l'idée, c'était de faire sentir par le portrait du manipulateur. Et encore une fois, c'est une relation pathologique. C'est pas une personne qui serait manipulatrice, c'est une relation. Et comment c'est la fragilité qu'on a aujourd'hui peut nous rendre perméables à ces discours et faire qu'on commue son impuissance en toute puissance, son incertitude en certitude. Mais après, il y a un moment où on va perdre le sens de la réalité et on va douter de tous ses amis, douter de tout, et jusqu'à être amené à embrasser des idéologies violentes et à accepter de faire la guerre. Parce qu'en général, ça se passe comme ça. Il faut la destruction, la guerre. Voilà. Donc du coup, voilà, je trouve que la notion d'emprise, et puis moi je trouve que dans beaucoup de domaines aujourd'hui, on a des personnalités qui ont le pouvoir et qui manquent de mesure. Il y en a beaucoup qui ont des blessures narcissiques, qui sont narcissiques, voire... Et je trouvais que c'est important de lever ce tabou. Tout ne repose pas sur la psychologie, loin de là, et c'est pas que de la psychologie. Encore une fois, c'est une relation qui prend et qui a du sens, parce qu'il y a des causes objectives qui font que les personnes sont désorientées et ont ces blessures narcissiques, etc., et qu'il y a une désubjectivation, mais qui nous rend vulnérables à ces attaques-là. Et donc il faut, je crois,
et j'énumère toutes les mesures qu'il faudrait prendre pour garder la démocratie et ne pas la confier à ce genre de personnes. Mais il y a aussi l'idée de donner aux lecteurs et lecteurs des clés leur permettant eux-mêmes de repérer les autocrates, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas capables de respecter les règles du jeu démocratique et, une fois qu'ils ont le pouvoir, seront autoritaires, et celles qui, c'est plus que de l'autoritarisme, qui vont avoir une logique destructrice, mais qui rendra fou un pays. Comme ce fut le cas de l'Allemagne. Alors, je ne fais pas de réduction à l'hitlérisme, mais je ne sais pas si vous avez lu le livre de Sébastien Haffner, Histoire d'un Allemand, quand il dit qu'en quelques mois, le parti nazi, qui n'était rien, est devenu puissant. Et comment on adhère à une idéologie, voilà. Et c'est plus que de l'adhésion intellectuelle, et c'est pas seulement de l'autoritarisme, besoin d'avoir un chef un peu musclé. Non, il y a quelque chose qui va conduire un pays à la folie. Cette notion d'emprise, la manière dont vous la présentez m'a beaucoup intéressé, notamment parce que elle n'enlève pas toute capacité d'agir à la victime, à la personne, à l'électeur d'extrême droite, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment une relation dans l'emprise. Oui. C'est-à-dire que chacun cherche, chacun a besoin de l'autre. Et du coup, il n'y a pas cette... que je trouve on voit assez régulièrement dans les analyses de l'extrême droite, qui est de dire l'électeur d'extrême droite, il n'est pas assez éduqué, il ne se rend pas compte de ce qui se passe, il est pauvre, et puis on va pouvoir le changer, ou il est perdu pour l'humanité, enfin peu importe. Dans cette idée d'emprise, il y a quelqu'un de blessé qui a besoin, qui va chercher cette reconnaissance, cette protection, et cette impression qu'il va pouvoir agir par cette forme autoritaire qui se détruit petit à petit dans la relation d'emprise, parce que c'est le principe d'une relation d'emprise où il y a effectivement une désubjectivation. Après, moi, c'est toujours une question où j'achoppe un petit peu, c'est-à-dire que quand on pathologise une relation politique, et je sais que vous allez pouvoir répondre à ça, donc je me permets de poser la question. Finalement, on se retrouve régulièrement à se dire, ce type est malade, ce type est fou, ce dirigeant est fou, donc il faudrait qu'il soit soigné. Et du coup, ça enlève une capacité d'agir politiquement contre ces régimes-là. Mais c'est pas ce que j'ai dit, moi. Parce que justement, moi, ça m'intéresse pas, la personne, finalement, X ou Y. Je ne cite jamais de mots, de nom. Aucun. Ni en France, ni à l'étranger. Ce qui m'intéressait, c'est qu'est-ce qui distingue une personne qui va adhérer, qui va suivre un populiste d'extrême droite, et quelqu'un qui ne suit pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui, il y a encore quelques années, ne suivaient pas un populiste d'extrême droite. Là, il y a 30% de personnes. Ce n'est pas 30% d'imbéciles. Ce n'est même pas 30% de fascistes. Peut-être 2-3% qui ne changeront jamais. Mais le reste, c'est pourquoi. Et ce n'est pas des raisons économiques. Ça peut s'ajouter. Ce n'est pas des raisons d'identification de la personne qui répondrait davantage à vos intérêts économiques ou sociaux. Bon. Là, on est plutôt dans l'idée que quelqu'un va vous rendre important. Et moi, je ne pathologise pas du tout le représentant d'extrême droite. C'est plutôt l'idée que ce qui distingue une personne, et c'est là que c'est important, qui va tomber dans ce piège, être manipulée, d'une personne qui ne l'est pas, c'est qu'une personne qui ne l'est pas, justement, et c'est ça que nous demandent les défis actuels, fait un travail, pour ainsi dire, sur elle-même, et conscient de sa destructivité, ou du moins de sa vulnérabilité à
de la tentation que nous avons de commuer, de réprimer notre angoisse de mort, notre impuissance, notre vulnérabilité pour la commuer en toute puissance, en désinhibition, etc. Et moi, tout mon travail, et parce que je prends au sérieux vraiment le fait que nous vivons aujourd'hui des choses qui sont trop grandes pour nous. Le réchauffement climatique, ce n'est pas un problème seulement d'érosion de biodiversité et de risque pour nous, les autres espèces, l'avenir de l'humanité, c'est aussi, ça pointe la précarité de notre civilisation et ça remet en question des pans entiers de ce qu'on avait appris. Et on n'a pas les solutions. Et il y a aussi une incertitude majeure. Les bouleversements géopolitiques actuels, les risques de guerre actuels, y compris en Europe, puisqu'il y a d'autres guerres partout, c'est quelque chose qui aussi, à nous, Européens, nés avant ou après la création de l'Europe, c'est un grand choc, puisque l'Europe était née comme Union européenne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et pour faire que ça ne revienne pas, pour créer les conditions d'une paix qui ne soit pas une guerre larvée. Bon. Le nationalisme, son réveil, etc. Donc là, donc nous sommes plus l'intelligence artificielle qui fait qu'on peut se sentir obsolète, moins bon que l'intelligence artificielle, remplaçable, sans parler des conditions de travail et de cette atomisation de la vie qui fait qu'on perd l'expérience du monde commun. Et ce monde nous semble froid, étranger. Donc quand on vit ça, il est très facile d'être séduit par un discours qui va énoncer un sens ex cathedra, très clair, désigner des coupables, ça simplifie les choses, et aussi qui vont faire que pendant un moment, on aura gratté la plaie, on se sera soulagé un moment, on se sentira important, supérieur aux autres, voire participant à une expérience grandiose de reconstruction de la grandeur nationale. Parce que ça, et du coup, et ceux qui ne tombent pas dans ce piège, c'est ceux qui, justement, et cette maturité. Si vous voulez, on dit souvent, les personnes qui votent pour l'extrême droite manquent de culture. C'est faux. C'est plutôt que la réflexivité qu'il s'agit d'avoir pour répondre aux grands défis de notre temps, mais aussi aux défis écologiques, suppose de traverser la négativité et de faire de l'expérience de l'effondrement du sens le cœur de la solidarité, de faire de l'expérience d'un naufrage commun possible le cœur d'une solidarité qui ne se fonde pas sur des politiques identitaires ou une réflexion identitaire, mais au contraire sur ce partage d'un effondrement du sens qui en même temps souligne la communauté au moins négative qu'il y a entre nous. Et du coup, cette liberté dans la négativité qui renvoie à ce que Patočka, qui est mort quasiment sous la torture 10 ans après le printemps de Prague. Et du coup, il y a des livres de Patočka ici, l'Europe après l'Europe. Et il y a vraiment cette idée d'apprendre à ne plus réprimer ces émotions négatives qui viennent de la peur, du sentiment d'être impuissant, de la honte, d'être impuissant ou dépassable ou substituable, toutes ces de l'indignation, au lieu de les réprimer et en voulant s'épargner ce mal et se sauver, on se perd et on adopte des comportements extrêmement destructeurs. Parce que moi, ma grande question, ça fait quand même très longtemps que je travaille sur la démocratie, l'écologie et la cause animale. Ça fait quand même plus de 20 ans. Et ce qui m'est devenu comme une obsession, c'est comment combler l'écart entre la théorie et la pratique. Parce que maintenant, tout le monde sait qu'il y a un réchauffement climatique, tout le monde sait quel est le sort des animaux, tout le monde comprend que la démocratie, c'est jamais acquis, mais il y a peu de personnes qui changent leur style de vie, qui
de manière, réduisent leur consommation de viande, leurs loisirs énergivores, cultivent justement ces dispositions indispensables à l'exercice de la démocratie. Quant au gouvernement, c'est pareil, c'est périphérique. Voir s'il y a des régressions. Donc il y a un écart et on a en plus aujourd'hui des outils théoriques et aussi des rapports étudiant la faisabilité économique, technologique, de la transition écologique. On a des théories délibératives, participatives, pragmatiques sur la démocratie. On a tout. Donc, et on l'enseigne, en général, ça marche, ça plaît. On a toutes les procédures. Bon, sauf que on se retrouve, c'est pire qu'avant. Donc il faut quand même se poser la question de pourquoi nous, êtres humains, allons si souvent à l'encontre de nos intérêts. Or, donc moi, ce qui m'intéresse beaucoup depuis quelques années, c'est la destructivité, l'ambivalence de l'humain. À la fois sa capacité à se transcender, et on va maintenant aborder le positif, mais aussi sa destructivité et le fait qu'en réprimant, parce qu'il veut se sauver, s'épargner des conflits internes, et celui qui est violent, et voire manipulateur, qui est souvent avide, c'est quelqu'un qui fait payer à la société son incapacité à régler ses conflits internes. Alors il va chasser le pauvre R, alors il va chercher le pouvoir et écraser les plus brillants. Alors il va tromper le monde pour justement maintenir, parce qu'il flippe d'être mortel, il flippe de n'être que lui-même et pas un Dieu vivant. C'est ça la question. Et moi, ma question clé, c'est la vulnérabilité, c'est la limite, c'est la mortalité. La répression, le déni de la mort fait qu'on va tomber dans l'addiction à la consommation, le présentisme, mais aussi qu'on peut être dans la polarisation, parce qu'au moins on ne se sent exister sûr, ou suivre un leader charismatique, entre guillemets, qui, comme dans Le Rivage des Sirtes, qui a été écrit en 1951, après la Seconde Guerre mondiale, va baptiser le monde, c'est-à-dire faire la guerre pour sortir Odessa, cette ville endormie, de sa léthargie et lui redonner un prestige perdu. C'est très fort, Julien Gracq, voilà, et Rivage des Sirtes, un livre politique. Donc, c'est pas psychologisé. Moi, de toute façon, je dépsychologise tout, puisque pour moi, la psychologie est le résultat du choix de certains biens, comme chez Platon, de la connaissance, c'est-à-dire les connaissances des interactions avec les autres vivants, changent le régime de mon affectivité, peuvent m'ouvrir à autre chose, créer même de nouveaux désirs, aspirations. Et puis la psychologie, c'est pas seulement la psychologie, c'est notre rapport à nous-mêmes, au monde, est complètement imbriqué par les normes sociales, les structures socio-économiques, le rythme. Aujourd'hui, Armut Rosa parle de l'accélération. Aujourd'hui, de plus en plus de mails. Tout ce qui devait nous servir à gagner du temps, on en perd encore plus. On n'a jamais de temps pour soi. Du coup, il parle d'un hamster pris dans sa roue. Enfin, on perd. L'aliénation, elle est vécue sur le mode du temps qui nous manque. Et donc, c'est pour ça qu'on a du mal aussi à vivre vraiment, même avec les autres. Donc, du coup, voilà. Mais c'était bien de poser cette question, parce que ce serait le piège d'une psychologisation. Mais, et pour finir cette partie sur le diagnostic, il y a aussi, pendant longtemps, moi j'ai un livre que j'aime beaucoup, qui a été traduit en français, de Daniel Zilblatt et Levensky, des politistes américains, qui font un peu l'histoire du totalitarisme, et puis des démocraties qui s'avilissent et qui tombent. Il y en a pas mal. Bon. Mais ce n'est pas nouveau. Et ils disent que, je vais prendre un exemple, le Parti républicain, dans le passé, jusqu'aux années 80, il avait un rôle de gatekeeper, c'est-à-dire qu'il filtrait les candidats. On mettait pas. Il y avait des gens, l'équivalent de Trump, ça existait. Ford, enfin, ils citent tous ces gens-là, c'est les mêmes, ils ont toujours les mêmes comportements. Bon. Mais, on leur donnait un os à ronger, mais on ne les présentait pas comme. Voilà. Les partis politiques jouaient le rôle de sélection, de filtrage, et les institutions servait à préserver la démocratie contre ce qui pouvait l'avilir, parce qu'on peut détricoter l'état de droit. C'est très facile. Donc, du coup, il y avait cette conscience dès la Constitution. Et donc, il y a aussi tout un tas d'outils qu'il y a, et on a abandonné ça au nom de la démocratisation de la démocratie, du fait que n'importe qui peut se présenter, c'est pas vraiment n'importe qui, mais celui qui a de l'argent, quoi, et qui a eu une notoriété grâce à la télé, donc aux mass médias.
Et ça contredit. Donc du coup, pour compenser ça, il faudrait retrouver les rôles du parti politique, de gatekeeper. Et puis moi, j'ajoute, il faudrait lever un tabou. Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas psychologiser, mais moi j'ai vu des institutions qui marchaient très bien, beaucoup d'argent, beaucoup de gens très bons, etc. Et puis confier à quelqu'un qui, en un an, l'a détruit tout. Mais tout. Tout. C'est-à-dire que ça ferme. Hein. Il y a eu des dépressions, une dizaine de personnes qui perdent leur emploi et qui se barrent, en général les meilleurs. Et qu'est-ce qui reste à la fin? Il faut fermer. De l'argent qui part, tout d'un coup, on se rend compte qu'il n'y a plus... Bah. Et ça, en un an. Donc, quand on dit... Il y a un tabou, et moi, d'année en année, je vois, comme disait Pierre Mauroy, les dégoûtants s'en vont, les dégoûtés s'en vont, les dégoûtants arrivent. Bon, c'est un peu vrai quand même. Donc, et c'est pas une fatalité. Donc, je pense qu'il y a un tabou aussi. Il y a des personnes qui sont pas capables d'exercer le pouvoir sans en abuser. Mais enfin, les chrétiens le disaient déjà. Hein, Bernard de Clairvaux, de Considérationné, c'est un texte sur comment gouverner les autres. Et pour ça, il faut se gouverner soi-même. Mais il y a toute une réflexion chez Platon aussi, qu'on a complètement laissé de côté en disant que tout, voilà, parce qu'on oublie on oublie la question de l'abus de pouvoir et tout ça. Mais là, on a parlé du diagnostic, on va parler du remède. Oui, tout à fait. Sur cette question de la psychologisation, le fait que vous utilisiez autant les auteurs de l'école de Francfort, effectivement, ces juifs apatrides des années 30, 40, 50, qui utilisent la psychanalyse, mais qui ont aussi utilisé le marxisme ensemble, sont par exemple Adorno, Reich, Fromm, et toute cette littérature-là qui est plus tant utilisée dans les livres que je critiquais un petit peu sur l'aspect très psychologisant. Là, ce sont des gens qui organisent une réflexion politique. Qui, voilà, tout à fait. Et c'est exactement ce que fait votre livre tout du long. C'est pas pour rien qu'on commence par l'idée d'amour dans la démocratie. C'est-à-dire, c'est un livre qui est traversé par le vivant. Par la question du vivant, et qui rappelle que la démocratie, c'est pas juste la manière dont on va voter tous les X années pour désigner quelqu'un qui fera ce qu'il veut pendant un certain temps. C'est bien une volonté de bien vivre ensemble. C'est-à-dire un désir, tout à fait. Est-ce que vous pourriez du coup nous développer un peu ce que peut avoir d'incroyablement désirable, beau et positif, ce que vous mettez dans cette idée de démocratie? Oui, c'est-à-dire que la démocratie... Alors d'abord, il y a Spinoza, et après lui, Ricoeur disait qu'il y a une tension entre la potentia et la potestas. La puissance, potentia, la souveraineté, l'institution du bien commun, toujours de manière a posteriori, et la potestas, c'est-à-dire les structures hiérarchiques qui toujours ont tendance ou peuvent tenter de recouvrir l'institution du bien commun. Très Castoriadis aussi. Hein. Donc le pouvoir, il a deux têtes. C'est les instances hiérarchiques, les institutions, mais c'est aussi cette institution, ce pouvoir instituant, comme disait Castoriadis, la potentia. Hein. Et la puissance du féminin, évidemment, je pense à ça, la capacité d'agir. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il s'agit de... Moi, ce que je commence par dire que actuellement, l'énergie, elle est plutôt du côté de la réaction, elle est plutôt pathologique. Or, l'énergie dont nous avons besoin pour vivre, et pour vivre ensemble, et pour prendre des décisions difficiles, voire pour déterminer quels renoncements sont collectivement acceptables aujourd'hui, compte tenu des contraintes écologiques et autres, qui font que les choix ne sont plus illimités. Mais si on ne le décide pas dès maintenant, on les imposera aux plus fragiles plus tard, ou par la violence. Mais pour ça, il faut avoir confiance en elle, il faut le vouloir. Vous êtes, j'imagine, comme moi, vous voyez des jeunes, étudiants ou enfants, qui, depuis la Covid, sont déprimés, éteints. Ils ne veulent plus lire, sans avenir, ils ne reconfigurent plus l'avenir. Le problème aujourd'hui, c'est cette perte de désir, cette perte d'énergie liée au fait qu'on a l'impression qu'on ne peut rien faire et que l'avenir sera pire et qu'on n'a plus de prise sur l'avenir. On ne le configure plus. C'est ça, le désespoir. Il n'y a plus de possible.
Bon, certains pensent qu'il n'y a plus de possible. Donc du coup, et c'est là que se glisse justement la tentation de l'idéologie, de ces discours ou de ces récits simplificateurs. Donc là, la démocratie, moi je montre aussi qu'elle est liée à l'incertitude, à la confiance, et surtout, elle répond à notre condition engendrée. En fait, toutes les ressources pour préserver la démocratie sont dans la condition humaine, pour autant qu'on se rappelle qu'elle est liée au corps. Moi, je travaille depuis tout le temps sur le corps, mais en particulier à la naissance. Et reprenant à Hannah Arendt l'idée que quand je nais, j'arrive dans un monde plus vieux, plus vaste que moi, qui est comme une transcendance dans l'immanence, qu'elle appelle dans Human Condition, condition de l'homme moderne, un monde commun qui est fait des générations passées que je porte en moi par la naissance, présentes et futures, sur lesquelles j'ai un impact par mes modes de consommation et le poids et autres. Et ce monde commun est fait des générations passées, présentes, futures, des constructions, des œuvres, du patrimoine culturel, naturel, technologique. Et ce monde commun qui m'oblige au moins à ne pas, dont je suis l'obligé plutôt, que je dois au moins ne pas détruire, eh bien, aussi accueille des êtres toujours nouveaux et différents, la naissance étant le schème du pluralisme, et par là de la démocratie qui est le régime politique ouverte à cette pluralité liée au fait que chacun est différent, imprévisible. Et nous sommes chacun la promesse de renouvellement du monde, une promesse souvent trahie dès l'adolescence ou dès l'enfance, mais surtout à l'âge adulte, et qui implique évidemment que nous ayons une éducation nous permettant de créer des œuvres ou des actions dignes de durée. Il y a cette dialectique entre la possibilité d'ouvrir du neuf, voire de rompre avec les traditions, mais encore faut-il pouvoir s'inscrire dans un monde. Et donc de les connaître. C'est aussi la dialectique dans la crise de la culture chez Arendt. Mais donc du coup, moi, les ressources, on les a pour autant que justement, alors que les régimes fascisants ont tendance à voir l'humanité comme une même masse, la démocratie suppose cet accueil de l'altérité comme positivité de la différence, de l'hétérogénéité des formes de vie, moi je dirais, puisque c'est aussi accueillant aux autres existences, c'est-à-dire aux animaux. Donc il y a l'idée d'un régime politique qui évidemment a toujours une certaine fragilité ou incertitude ou instabilité, car on va instituer le bien commun de manière révisable et a posteriori, compte tenu des nouvelles personnes et des nouveaux problèmes, et toujours avec l'idée, avec les recherches de compromis difficiles entre des personnes ayant des intérêts et des points de vue différents. Et aussi, plus que cela, à ceux en qui on confie un mandat, eh bien, nous remettons notre confiance. C'est pas comme un algorithme, c'est pas comme quelqu'un, on va à la poste, on attend au moins qu'il fasse ce qu'on a prévu. Là, la confiance, c'est plus que la fiabilité. On s'en remet à des personnes qui, en situation d'incertitude, devront agir au mieux, sans que ce mieux soit comme une recette prévisible. Donc, en se confiant à leur jugement. Or, ça, c'est érodé. Et donc, c'est très... Et du coup, la question de l'incertitude, de l'altérité, ça va ensemble. Mais les ressources, c'est justement ce que Hannah Arendt, dans un livre, Les origines du totalitarisme, 3 tomes, à la fin de ces 3 tomes, elle écrira à son ancien ami et maître Karl Jaspers « Enfin, j'aime le monde. Je vais faire un ouvrage sur l'amour du monde, Amor Mundi ». Et surtout, en guise de conclusion, dans ce texte, elle dit que la modernité a le choix entre le ressentiment et la gratitude. Et la gratitude, c'est toujours la gratitude pour le donner, c'est-à-dire pour un monde qui accueille des êtres nouveaux et différents, qui fait de la place à des êtres nouveaux et différents, qui fait de la place à ce renouvellement du monde et qui a comme horizon ce monde commun à préserver. Et moi, j'appelle puissance du féminin, non pas quelque chose qui s'adresse qu'aux femmes, mais quelque chose qui s'adresse à tout le monde, qui est une potentialité de chaque être humain, mais qui est souvent écrasé par la domination, par la peur, et qui est lié à cette gratitude pour le donner, à cette gratitude à l'égard de cette
cette condition engendrée qui fait qu'il y a cette créativité et que aussi il y a l'idée de, et la considération c'était ça dans mes livres précédents, que ce monde commun est comme l'horizon de mes actes et de mes pensées, c'est-à-dire que en approfondissant la connaissance de moi comme être, en conscientisant mon appartenance au monde commun, je perçois que mon existence a une épaisseur, un sens qui dépasse ma mort individuelle, puisque ce monde commun, le fait de conscientiser cette appartenance à cette transcendance dans l'immanence, à ce monde commun plus vieux, plus vaste que moi, j'élargis mon point de vue, ma subjectivité, et à des intérêts qui ne sont pas seulement d'avoir un peu d'argent, de vivre pour moi, mais pour moi, vivre, c'est vivre d'eau, de choses naturelles et culturelles, vivre avec, parce qu'on a toujours un impact sur elles, et vivre pour, avoir cet horizon-là. Mais moi, pourquoi je l'appelle féminin ? Pourquoi c'est lié au féminisme ? Puisque je dis que ce n'est pas seulement pour les femmes, et que le féminin ici n'est pas une manière d'hypostasier les femmes ou de rassembler des clichés esthético-moraux liés à leur constitution biologique et aux rôles sociaux qu'on leur assigne. Non, mais c'est parce que le féminisme, c'est l'histoire. D'abord, partout dans le monde, quand on voit des femmes qui ont plein de gamins, qui ont plein de choses à faire, qui ont une charge mentale incroyable, elles ne peuvent pas ne pas parier sur la vie. Elles ont des enfants. Et aussi parce que le féministe est l'histoire de combats, pas seulement pour l'égalité et tout ça, mais pour faire entendre sa voix, et donc d'un effort. Et c'est dans cet effort et dans les obstacles, parce qu'il faut toujours quand même en remettre une couche, hein, c'est jamais acquis, eh bien, c'est dans cet effort que qu'on prend conscience de la valeur, justement, de la créativité, de la liberté, etc. Et que le féminisme, c'est cette histoire, y compris dans ses contradictions, ses tensions, de cet effort-là. Mais pour faire entendre sa voix, malgré les obstacles, et voire pour... voilà. Et puis parce que aussi, je rappelle que les gouvernements autoritaires et encore plus néofascistes se retournent toujours contre les femmes, d'abord. Hein. Ça, je me rappelle cette amie Ece Telmekuran qui a fui la Turquie, m'expliquait ce qui se passait quand elle a dû prendre la décision, pour sauver sa vie tout simplement, hein, de quitter la Turquie, ce qu'elle me décrivait sur ce qui pesait sur les femmes, les menaces constantes, voilà. Mais du coup, donc, la puissance du féminin, c'est réveiller cette énergie qui vient de l'amour de la vie. C'est réveiller cette énergie qui vient de l'accueil de ce qui est des êtres différents. C'est vraiment quelque chose qu'on a tous. Donc comme l'amour qui est à notre portée, mais qui paradoxalement, on a du mal. On a du mal à y accéder. Parce que on est quand même structuré par la compétition, dans un monde de la compétition, la performance, la peur, on est un peu crispé, et puis nous sommes sous l'empire de la force qui est toujours une emprise. Hein. Et le dernier chapitre qui donne son titre au livre, La puissance du féminin, qui est un peu un morceau de bravoure, je finis par Simone Veil, qui dans un texte magnifique, elle est morte à 34-35 ans, hein, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle dit dans l'Iliade ou le poème de la force, un texte sur la guerre, elle dit « Ceux qui sont sous l'empire de la force oublient leurs limites, croient qu'ils peuvent tout faire, y compris dans la guerre, ils en prennent encore plus, autrement dit, ils violent, ils saccagent et tout ça. Et surtout, l'empire de la force fait qu'on ne met plus de fin à la guerre. On ne voit plus de fin à la guerre et il y a comme une dynamique de destruction, une folie destructrice. Et moi, ce que j'essaie de décrire, c'est une puissance qui soit plus forte que la force, qui soit autre que la force, qui ne recule pas devant le fait de combattre la force, y compris avec des moyens parfois militaires ou autres, et sans oublier les contradictions dans lesquelles on peut tomber quand on lutte contre la force. Hein, sans la reconduire. C'est le grand d'ailleurs problème du féminisme et tout ça. Comment
critiquer la domination sans la reconduire. Ça, c'est la grande question. Comment penser une puissance qui ne soit pas sous l'empire et l'emprise de la force et qui soit une énergie? Et c'est exactement ça, l'écologie dans sa force émancipatoire. Parce que l'écologie, c'est pas seulement les arbres, ça a une dimension sociale liée à la cohabitation avec les autres humains et non autres qu'humains, animaux. Et ça a une dimension existentielle, voire spirituelle, si on est comme le pape François, mais existentielle. C'est-à-dire que c'est lié à la manière dont on pense son rapport au monde. Et ça oblige à ne plus se penser comme un empire dans un empire et comme ayant le droit de tout faire et comme voyant les autres vivants et la nature comme de simples ressources ou comme des moyens au service de sa fin. Donc l'écologie a une puissance émancipatoire, génère une révolution anthropologique, et il n'y a pas d'écologie s'il n'y a pas une révolution anthropologique, s'il n'y a pas un changement, un décentrement de l'éthique. Et là, je crois qu'il y a vraiment un consensus là-dessus. Après, comment on décentre son point de vue, et c'est ça aussi, moi j'ai voulu écrire un livre, parce que j'avais déjà écrit un gros livre sur l'être et la mer, mais je me suis dit, bon, moi je viens de la philopolitique, j'ai commencé ma thèse il y a bien longtemps, mais sur l'effondrement, enfin, sur Léo-Strauss, donc la critique des Lumières, l'effondrement des Lumières, quoi. Et avec la question du nazisme, voilà. Est-ce que les Lumières nous ont pas protégés? Pourquoi elles nous ont pas plus protégés contre ça? Et puis ce retournement du progrès en régression qu'atteste Hiroshima, les crimes coloniaux, une technologie qui nous échappe. Bon, donc c'est cette inversion de la rationalité en irrationalité qui m'a, au tout début, amené à réfléchir aux causes multiples d'une modernité devenant un peu folle. Mais du coup, je voulais ici, je me suis dit, il faut quand même faire servir ce qu'on a acquis au terme de 30 ans quand même de philosophie, peut-être plus maintenant, 35, mais aussi de son expérience. Et l'idée, c'était non pas de juger les gens, voilà, ils font ceci, ils sont vraiment horribles, ils votent extrême droite. D'abord, moi, quand je vais dans des bleds assez souvent, j'en vois des gens qui votent extrême droite qui peuvent être très gentils, donc c'est plus complexe que ça. Mais comment faire en sorte, sans juger, donner quelques clés, et après les gens ils font ce qu'ils veulent. D'où l'idée de dresser un portrait le portrait de l'emprise, pas seulement de celui du manipulateur, mais qu'est-ce qui se passe dans une relation d'emprise, donc dans le couple ou le travail, parce que chacun peut s'identifier, et puis montrer en quel sens c'est applicable à la politique. Chacun fait ce qu'il veut s'il retrouve des choses. Et après, quelles ressources? Parce qu'évidemment, on ne peut pas amener comme un cheveu sur la soupe un projet écologiste et humaniste. Ça fera vraiment bobo, ça ne marchera pas du tout. Et qu'est-ce que ça suppose? Et quelle énergie? Voilà. Comment donner une énergie? Comment retrouver, réveiller la puissance du féminin? C'est ce qui fait qu'on réveille une énergie qui dormait en soi, mais qui est quand même fondamentale. Et l'idée, c'était d'écrire en faisant se rejoindre, pour ainsi dire, le vécu et la rationalité, le vécu et le concept. Parce qu'aujourd'hui, le seul concept ne suffit pas. Et donc, surtout, là, l'idée, c'était un peu comme lorsque j'écris le manifeste animaliste, c'était d'embarquer un peu les gens, même ceux qui ne pensent pas comme moi, puis c'est pas la question, je dis même pas ce que je pense, je parle ni de Madame Le Pen, ni des autres, ni de ça m'intéresse pas, je parle d'autre chose, mais aussi de donner des clés pour un plus grand public, alors que les usages de philo académiques sont un peu plus académiques. Je vais vous lire un court extrait d'Ecce Melkuran dont vous avez parlé. Les capitales, partout dans le monde, l'une après l'autre, tombent entre des mains plus habituées à peloter le corps des femmes qu'à diriger. Le mâle, radical, ne peut supporter la notion du fluide. Alors ça, c'est pas moi, c'est Ecce Melkuran, cet ami. Tout à fait. Que ce soit du genre ou des rivières. Tout doit être immobile afin qu'ils se sentent en sécurité. Toutes les irrégularités doivent être uniformisées. Ce qui menace à la fois le corps des femmes et la terre,
C'est cette même devise propre au mal radical. Pouvoir égale répression, diriger égale contrôler, exister égale posséder. Je vais vous poser une autre question, après je vais vous laisser intervenir si vous avez vous-même des questions. C'est super dur, non ? C'est-à-dire que accepter qu'on est mortel, qu'on est vulnérable et faillible, et se dire maintenant il faut faire confiance, on va y arriver, on va bien vivre ensemble, je vais limiter ce qui m'est accessible finalement, hein, et je vais aller vers une forme de sobriété où il faut être un peu solide sur ses appuis, non, pour pouvoir... Alors moi d'abord, selon moi, et ça je le dois au psychologue Ernst Becker, hein, qui est dans The Denial of Death, pour moi, le déni de la mort est la clé de comportements destructeurs. Donc, et c'est vrai que par rapport à nos grands-parents, en tout cas aux miens, qui étaient catholiques, croyants, même pratiquants, ils avaient la terreur qu'inspire la mort et le sentiment de nullité que cette terreur génère était apaisé par l'idée d'une vie après la mort, hein, et qui permettait d'accepter les sacrifices nombreux qu'ils avaient faits au cours de leur vie. Là, on est un peu seul devant quand même ce qui est essentiel. Et là, pour une fois, je serais un peu d'accord avec Heidegger, mais plus profondément avec Ernst Becker, et ça j'en parle beaucoup dans L'être et la mer pour un existentialisme écologique, c'est-à-dire que la répression, enfin, il ne s'agit pas de surmonter le déni de la mort, mais en tout cas d'accepter sa finitude. Et je ne vois pas comment une humanité peut accepter d'assigner des limites à son bon droit de tout faire au nom du droit des autres à exister si on se prend pour un Dieu vivant et si on n'a pas cette connaissance de soi qui n'est pas liée aux compétences techniques ou aux livres, mais qui est liée à la prise de conscience de ses limites. Et pour moi, ça commence par le corps, qui est quand même... dans le corps, c'est souvent l'expérience de la passivité, l'altération du corps, le fait de vieillir, la douleur qui est un excès, la souffrance psychique où je ne me rejoins pas, où je n'arrive pas à m'en sortir de mes tourments, mais même une rage de dents, hein. Et puis le fait d'être dépendant d'eau, d'aliments. La corporéité du sujet, la matérialité de l'existence jette une lumière sur notre condition humaine qui est liée par le corps aux éléments, aux aliments, aux écosystèmes, à la nature. Voilà, nous ne sommes pas seulement des cerveaux avec des puces électroniques. Non, il y a cette matérialité, ce corps, et puis, et en même temps, donc notre responsabilité, d'ailleurs, commence dès la manière dont on mange. Bon, moi, je ne mange pas de viande, ni de poisson, ni d'œufs, ni rien du tout de ça, parce que je ne veux pas faire couler le sang des bêtes et être le complice d'un massacre constant, quotidien, tous les jours, partout dans le monde. Donc, dire qu'on vit bien, alors ça, moi, je dirais vivre pas trop mal. Parce qu'en même temps, la conscience de ce qui se passe, puisqu'on a un petit peu parlé de la cause animale, j'en parle un peu moins, mais j'y pense tout le temps, et il est évident que quelqu'un comme moi, qui a traversé l'autre côté du miroir jusqu'à en perdre, jusqu'à faire exploser son psychisme, puisque la prise de conscience de l'intensité des souffrances animales et du nombre d'animaux qui souffrent chaque seconde dans le monde rend fou. Je veux dire, et je comprends très bien que beaucoup se mettent des barrières. Et une fois qu'on a accepté de voir en face ça, ou qu'on s'est laissé transpercer par ça, il n'y a plus de retour, il n'y a plus de dimanche. Donc dire vivre bien, moi ça, je ne vois pas comment dans un tel monde on peut être dans la quiétude. Ça, je ne vois pas, et dans la tranquillité. Alors, si vous trouvez quelques moyens de me tranquilliser, je veux bien, je prendrai, mais je ne vois pas, bien que là, je sois un petit peu plus cool, parce que je reviens de Grèce, effectivement. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et je pense que c'est parce qu'ils sont du Sud, c'était sympas, et ils étaient généreux, bon. Mais ça ne va pas durer, je me connais. Mais, en revanche...
il y a quand même la prise de conscience de tout ça, plus des dangers actuels. Eh bien, moi, d'une certaine manière, et c'est ce que j'avais écrit dans l'Espérance de traverser de l'impossible, un monde comme ça fait qu'on doit abandonner tous ces faux espoirs, toutes ces illusions, renoncer définitivement à l'optimisme qui est le masque du déni et qui est une posture faisant à croire qu'on a les solutions ou que tout va très bien, Madame la Marquise. Mais l'espérance, puisque j'avais écrit un livre là-dessus, qui est une vertu théologale, c'est pas l'espoir d'aller à la piscine demain s'il fait beau. Bon, hein. C'est pas une attente personnelle de voir ses désirs se réaliser. C'est un rapport à l'avenir, au temps. Et pour moi, c'est la capacité en plein chaos à déchiffrer les signes avant-coureurs de quelque chose qui pourrait ouvrir l'avenir. Et pour moi, le féminisme, la cause animale, le souci des personnes de plus en plus pour l'écologie et la cause animale sont les signes avant-coureurs d'une grande révolution anthropologique et que si on l'accompagne, ça pourrait donner des pistes pour justement détrôner où l'anthropocentrisme est arraché comme une écharpe dans la chair, ce schème de la domination qui transforme tout en guerre. Mais évidemment, c'est pas gagné et actuellement, les forces de la réaction sont plus fortes, sont plus spectaculaires. Et l'espérance, vous savez, moi je finissais l'espérance ou la traversée de l'impossible, comme son nom l'indique, comme dans la Bible, l'espérance suppose la conscience de la difficulté, parce que c'est dans la conscience de la difficulté qu'on peut lâcher l'obsession de maîtrise, où on reconnaît que si on n'est pas mort de chagrin, on reconnaît qu'on n'a pas les moyens. Et donc on peut à ce moment-là remarquer ce qu'on ne remarquait pas. Et c'est Charles Péguy qui dit, vous savez qu'il a vécu, il était très malheureux, hein, vous le savez, hein. Il est mort pas très vieux d'ailleurs. Et dans l'espérance ou le Porsche de la deuxième vertu, il compare l'espérance à une petite fille qui a l'air de rien, qui entraîne ses deux sœurs, les deux autres vertus théologales, la charité comparée à une mère et la foi comparée à une épouse loyale. Et il dit cette petite espérance qui n'a l'air de rien, qui joue encore avec son bonhomme de neige, c'est elle que personne ne remarque d'habitude, qui a la possibilité, le pouvoir de changer et d'amener ses deux sœurs. C'est la vertu que Dieu aime le mieux. Et donc ça veut dire que l'espérance n'est pas l'héroïsme, n'est pas spectaculaire, mais c'est la capacité à voir ce qui est déjà là, mais pas encore, et à amener les choses. Encore cette image de la petite fille, tu vois, de la jeunesse. Mais donc, du coup, c'est l'idée d'une énergie, la puissance féminin, qui n'est pas l'héroïsme, qui n'est pas armée, mais qui est quand même une énergie sans laquelle il n'est pas possible de reconstruire la démocratie, et il n'est pas possible de faire des choix drastiques, parce que moi, soyons honnêtes, j'ai l'air gentil comme ça, mais dans le fond, moi, je veux l'abolition de l'exploitation animale, et je crois qu'on est obligé de décider dès maintenant collectivement des renoncements acceptables pour partager les fardeaux du réchauffement climatique et aussi les nourritures ou les richesses entre nous, humains, et non pas seulement humains, et puis entre les nations. Donc du coup, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses qui voleraient, hein, c'est clair. Et puis qu'il y a des restructurations économiques qui seraient assez importantes. Mais je pense qu'il y a évidemment, il y a plein le projet écologique, il est très bien, il est maintenant chiffré, il y a tout un tas d'économistes, de gens très bien qui pourraient faire les choses, mais ça ne se passe pas comme ça. C'est malheureusement. Mais donc du coup, c'est pas vivre bien, bisounours, on s'aime tous. En plus, on est tous seuls. Hein. Il y a quand même une solitude que la mort atteste. Il y a une séparation, hein, qui est aussi la condition de la proximité. Mais quand même, c'est sans énergie. Comment voulez-vous? Sans énergie, qu'est-ce qui se passe? C'est la leçon de Julien Gracq, une ville éteinte. Et puis tout d'un coup, il y a un gars qui va faire la guerre pour réveiller. Hein, une ville qui a perdu son prestige, qui se sent une petite ville parmi... voilà. Hein. Les gens qui n'ont plus d'énergie, donc qui vont consommer, qui vont se recroqueviller, c'est là qu'on est fragile pour des solutions
ou autoritaire, ou autoritaire, mais ça ne se voit pas. Hein, on fait passer des mauvaises mesures pendant l'été. Ça arrivait souvent. Hein. Donc, parce qu'il n'y a plus de résistance. Et aussi, il faut de l'énergie pour vivre avec les autres. Parce que les autres, ils sont bien différents. Hein. C'est comme dans le couple. C'est quand même la chose la plus difficile du monde. Hein. Sinon, il n'y aurait pas tant de divorces. Hein. Mais c'est vrai. Donc, mais il faut de l'énergie. Et l'énergie, quand on a l'énergie, on affronte les difficultés. Quand on a l'énergie, justement, c'est ça. Donc la démocratie demande de l'amour, mais comme l'amour, elle peut se tromper. Elle peut, pas seulement parce qu'elle ferait une erreur de casting, ça arrive souvent, ça, dans les relations, hein, mais parce qu'elle se trompe sur elle-même, parce qu'on se trompe sur soi-même. Et donc, il faut une maturité aujourd'hui, si on veut continuer en démocratie et affronter les défis, en particulier écologiques, mais globaux aussi, hein, puisque l'écologie génère, les problèmes écologiques généreront des flux migratoires, des problèmes sociaux, économiques, etc., et sanitaires. Mais il faut une maturité qui consiste à justement sortir de ce narcissisme, de cette crispation sur soi. Et Erich Fromm disait qu'il y a aujourd'hui un contraste entre notre immaturité psychique, moi j'ajouterais notre incapacité à traverser la négativité, à partager nos émotions négatives pour ne pas en être piégé par elles, et la pouvoir technique, les technologies qui nous font croire qu'on a tout de suite tout, quoi. Et ça, c'est... Et aujourd'hui, franchement, bon, là, il n'y a pas de très très jeunes, mais on a un peu peur quand on voit ce que l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux peuvent faire à la subjectivité, notamment des plus jeunes, qui n'ont pas eu, comme nous, tout un tas d'éducation. Moi, je suis née dans un bled où pour avoir un livre, il fallait attendre 15 jours. Moi, je suis devenue très patiente. Bon, moi, j'adore les langues vivantes. Si j'avais pu, j'en aurais appris 8. Bon, bah, malheureusement, j'en parle que 3. Mais quand même, aujourd'hui, avec DeepL, qui devient très bon pour traduire, est-ce que les gens vont avoir envie de se plonger dans une langue où on se plonge dans une culture? Ça va... Et puis, moi, je trouve que, encore moins là, mais... Quand on est dans le métro parisien, on voit plus de visage, hein, on voit que des gens penchés sur le portable. Je veux dire, donc du coup, la subjectivité, les relations humaines vont changer. Je ne sais pas si c'est bien, si c'est mal, mais en tout cas, donc du coup, est-ce que des êtres comme ça, qui ont du mal à se concentrer, j'ai appris qu'il y avait beaucoup de jeunes qui ne savaient pas ce qu'était la Shoah. Donc là, est-ce que quand on n'a pas de recul historique, qu'on n'a pas ces outils symboliques, on peut discerner les choses? C'est ça. Hein, donc, voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui pour donner envie, quoi, de malgré tout, d'empêcher une déshumanisation et d'attester certaines représentations qui valent la peine. Et donc c'est ça la puissance du féminin. Alors, je suis obligé d'intervenir comme libraire. Quand vous lirez le livre, c'est aussi plein de vie et un appel à la douceur, à l'amour, à la convivialité. C'est un appel à bâtir quelque chose. Hein. C'est pas juste un espèce de... voilà, tout à fait, à la gratitude, absolument. Voilà, c'est pas un livre absolument déprimant qui fait pleurer et qui donne envie de se faire sauter le cabochon à la fin. Voilà, il y a un appel au collectif aussi. Donc, pas tant pour vous rassurer, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit très rassurant, mais il y a de l'espérance. Oui. La joie et de l'incandescence. Absolument. L'incandescence, c'est un mot que j'adore. C'est vraiment une lumière qui chauffe, hein, mais qui brûle pas, qui diffuse. C'est ça que j'aime, moi. Par exemple, Hannah Arendt est incandescente. Simone Weil mais il faut être incandescente. Il faut quand même que ça chauffe un peu. Il faut même porter les difficultés
jusqu'à l'incandescence pour pas les fuir. Et d'une certaine manière, ça brûle pas, ça se consume pas. C'est la grande différence entre le délire à plusieurs, qu'est le nationalisme, et les démocraties. Une énergie qui se diffuse, mais qui se... Voilà. Comme vous savez, dans le passage biblique, là, ce bûcher, comment il s'appelle, ce buisson ardent qui chauffe sans se consumer. C'est très très beau, cette image. Parce qu'il se nourrit à l'amour du monde. En fait, c'est ça, du monde commun. Oui, merci. On vous écouterait, puisque je ne parle que de moi, je vous écouterai pendant des heures. Et face à ce diagnostic, à ce tableau, et vous avez apporté des précisions à la fin, évidemment, ce tableau qui est absolument terrible, qui est absolument d'une noirceur absolument terrible, dans votre titre et dans ce que vous dites, vous répondez le féminin. Dans votre bouche, le féminin est extrêmement présent. Et tant mieux. Et tant mieux. Mais quid d'un mot que vous n'utilisez pas, en tout cas dans tout ce que vous nous avez dit, c'est quid du masculin. Qu'est-ce qui se passe donc pour que c'est une femme qui fait ce constat incroyable, avec cette complexité et cette profondeur que vous avez, et vous mettez en avant le féminin. Qu'est-ce qui se passe donc face au féminin? Et ce monde dans lequel nous vivons, qui est fou, mais dans lequel vous mettez de l'espérance par le féminin, quid des hommes? Ah mais alors justement, alors c'est vrai que c'est un peu malicieux d'avoir appelé ça féminin, parce qu'on peut se dire, ah bah oui, les pauvres garçons, les pauvres hommes, bon. Mais pas du tout, parce que moi justement, dès le début, dès la préface, j'avais conscience de ça, et je voulais répondre aux objections. La première, c'était, bah ouais, le féminin, c'est comme l'éternel féminin, c'est une essentialisation. Je dis que non, bien sûr, c'est une construction sociale. Et deux, d'abord, il peut y avoir des femmes fascistes, hein, donc elles sont pas toutes gentilles, et puis les hommes seraient des vilains méchants. Et ensuite, moi, je suis pas du tout pour un néo-féminisme qui agresse les hommes, puisque pour moi, c'est le féminisme, son horizon, c'est un humanisme. Donc voilà. Ce qu'il y a, c'est que ce pari pour la vie, et cette ruse, enfin cette manière de... J'aime pas trop le mot résilience, mais voilà, je vais vous prendre un exemple. Quand on va dans certains pays d'Afrique du Nord, on voit des femmes qui ont eu plein de grossesses, et qui malgré tout, donc une vie, une charge mentale incroyable, et malgré tout, ce sont les reines. C'est elles qui tiennent tout. C'est elles qui... Parce que elles sont obligées de faire avec des contraintes, mais de parier pour la vie. C'est un peu ça. Donc moi, l'idée, puis je me suis rappelé aussi, vous vous rappelez en Argentine, au mois de mai, toutes ces mères qui défilent pour savoir ce que sont devenus leurs enfants et si elles peuvent retrouver le corps de leurs enfants ou la dépouille. Il y a cette idée-là que quoi qu'il arrive, on n'a pas le choix, c'est quand même l'amour d'un être neuf. Voilà. Donc c'est même pas lié au fait que les femmes portent un enfant, puisqu'aujourd'hui il y a beaucoup d'hommes qui s'occupent des enfants quasiment comme les femmes. Hein. Voilà, enfin on peut l'espérer. Hein. Mais bon, quand même, oui, les plus jeunes. Bon, c'est vrai que notre génération, il y a quand même beaucoup de boulot. Hein. Mais bon, mais si vous voulez, l'idée, donc c'est pas le féminin, c'est l'idée que justement cette puissance-là, c'est-à-dire le réveil de l'importance du donner et de la nouveauté, de la place qu'on fait à quelqu'un qui a besoin, hein, qui est plus jeune ou plus fragile, eh bien ça s'éprouve un peu dans la difficulté. Et quand même, l'histoire du féminisme et les femmes de manière générale ont quand même à lutter encore partout dans le monde, mais même dans un pays où il y a eu beaucoup d'acquis comme chez nous, pour faire entendre leur voix. Hein, et c'est donc du coup, elles sont obligées de ruser. C'est ça que j'ai voulu dire. Hein. Donc c'est pas du tout quelque chose qui exclurait les hommes, mais au contraire, c'est une puissance qui est chez chacun. C'est une potentialité de la condition humaine.
mais qui est écrasée bien souvent par les structures sociales, par les représentations, par l'habitude qu'on a voilà, et qui est beaucoup plus cultivée, paradoxalement, dans des situations où on a vécu un peu l'oppression, où on est obligé aussi de ménager pour faire entendre sa voix et où on n'a pas le choix de parier pour la vie et pour la soutenir. Voilà, donc c'est pas du tout... mais en fait, j'ai maintenu cette idée parce que c'est un peu malicieux, parce que effectivement, ça peut donner... D'ailleurs, j'ai des collègues qui m'ont déjà critiqué, mais j'ai bien vu qu'ils n'avaient pas lu le livre. Donc, c'est un peu comme mon prénom, et c'est une erreur de la mairie, de la secrétaire de mairie, parce que justement, Corinne, faut 2 N. Et donc, quand quelqu'un met 2 N au lieu, puisque moi, il y a un N, à cause de la secrétaire de mairie, mais sur mes papiers, je suis obligée de mettre un N, sinon, on me mettra en prison, on me dirait que j'ai des faux papiers. Et donc, du coup, quand quelqu'un écrit 2 N, je me dis, tiens, il n'est pas attentif. Et là, c'est pareil, en me disant, l'un qui me disait, ouais, mais bon, c'est encore du féminisme. Non, c'est le contraire, justement, d'un féminisme qui reconduirait la domination dénoncée. C'est vraiment ça. Comment arriver à penser l'émancipation, à déconstruire certaines choses, sans reconduire la domination. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est que certains néo-féminismes tombent dans ce piège-là, en faisant des hommes des vraiment méchants, ce qu'ils ne sont pas. Et puis ils en bavent de toute façon, parce qu'ils assignaient à des rôles de performants, de machin, c'est quand même pas facile non plus. Donc c'est ça, quelle puissance reconduit pas la force, et qui est quand même une manière de croire qu'on a tous les droits, et qu'on va reconduire la domination dont on a souffert. C'est quand même la malédiction de l'oppression et de la victimisation que de créer ça. C'est le drame du féminisme aujourd'hui. Pour avoir lu le livre en tant qu'homme, sur juste l'utilisation des termes, la psychanalyse a tellement demandé aux femmes de se préoccuper de leur phallus que finalement je suis prêt à accepter d'utiliser la puissance du féminin. Enfin, voilà, chacun revient un petit peu. Et je ne me suis pas senti exclu. Alors, au titre, si. En voyant le titre, je me suis dit, ouais. Et en fait, à la lecture, ça correspond parfaitement. Au point que, très franchement, je ne sais pas si c'est le terme adéquat, du coup. Mais justement, je m'en explique. Et le dernier chapitre... je reprends cette idée aussi, mais parce que bon, je voulais faire résonner aussi avec quand même une manière plus diplomate d'exercer le pouvoir. Bon, vous savez, il y a la question de la diplomatie féministe. Alors, j'ai pas dit que j'adhérais à ça, mais il y a quand même ça. Et puis, mais c'est l'idée aussi de toutes les ruses, parce que moi, je suis dans un milieu très masculin quand même. Et comment, par la ruse, on arrive quand même à tester certaines choses. Donc, c'est pas du tout... voilà, mais dès la préface, j'explique ça. Je mets de côté les contresens possibles. Oui, c'était pour continuer sur cette question. C'est vrai que, parce que surtout, on vous identifie comme une personne philosophe, et c'est vrai moi, j'ai pas encore lu l'ouvrage, mais ça donne très envie, et que vous allez forcément, qu'il y a une dialectique avec un autre nom qui est mobilisé autrement, mais en effet, il y a l'enjeu peut-être de réinsuffler dans ce terme aussi, de se réapproprier comme concept, oui, et de le redéfinir, comme il s'agit à chaque fois, quand on mobilise des signes du langage, il y a des mots qui circulent dans le commun, qui ont été soit vidés, soit réinsufflés, et en fait, là, voilà, j'ai envie de le lire pour voir comment vous réappropriez ce terme, qu'on peut complètement déconnecter de sa perspective telle qu'il a été élaboré par une philosophie patriarcale, par une médecine patriarcale, par plein de choses, par une psychologie patriarcale, et qu'à un moment, vous allez en faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que moi, j'ai pas mon idée préconçue de ce que serait le féminin. Je me dis, tiens, voici une philosophe qui, dans son titre, si c'est pas un titre de l'éditeur, choisit de mettre ce terme. Forcément, derrière,
il y a quand même une idée. Alors, je vais juste ajouter quelque chose. C'est vrai que ce qui m'a intéressé dans le féminin, vous avez tout à fait raison, c'est exactement ça, c'est un renversement, hein, et inattendu. Et c'est l'idée aussi que, évidemment, les hommes et les femmes, moi je suis très universaliste, moi je viens des Lumières, je travaille sur la condition humaine, la phénoménologie, donc c'est pas homme-femme et tout ça, mais que les femmes, dans leur vie, peuvent pas oublier leur corps, quoi. Les hommes non plus, mais encore plus les femmes, parce que ne serait-ce quand on vieillit, ne serait-ce que bon. Et du coup, d'une certaine manière, cette situation-là, bien moi, je me dis, ben, c'est une chance. Puisque pour moi, dans toute ma philosophie, c'est la prise au sérieux de notre corporéité, qu'on soit homme, femme, enfant, hein, de l'altération de notre corps, du fait qu'on est dépendant des éléments, des aliments, de la nature, des autres vivants. Et c'est ça qui est la clé pour accéder à cette maturité dont je parle. Donc, et c'est vrai que aucune femme au monde ne peut dire qu'elle peut oublier un instant qu'elle a un corps, quoi. Alors, les hommes aussi, mais bon, par exemple, prenons l'âge, beaucoup peuvent oublier, parce qu'il n'y a pas... Bah, un homme peut avoir des enfants jusqu'à... Hein, nous, non, pour l'instant. Donc il y a quand même... Bon, et puis il y a l'idée aussi que malgré tout, et c'est ça, moi j'emploie très peu le mot patriarcat, pour pas rentrer là-dedans. Mais enfin, malgré tout, dans nos sociétés, quand une femme arrive quelque part, on va la ramener quand même au corps. À un moment, ça va venir. Sa tenue, sa toilette, si elle est ceci, si... Et elle-même, elle va avoir du mal à se dépatouiller de ça. Eh bien, justement, moi, je renverse ça en disant que, au lieu de le vivre comme quelque chose qui est une fatalité, c'est une leçon. Parce que ça nous renvoie à cette condition vulnérable. Et c'est là que moi, je puise cette maturité-là. Voilà. Du coup, j'avais deux petites questions. En effet, bon, juste une petite remarque. Dans la célèbre, le slogan qui vient des militants du mouvement de la libération des femmes kurdes, j'ai découvert que étymologiquement, dans Jin, Jiyan, Azadi, donc femme, vie, liberté, en fait, étymologiquement, la racine de Jin et de Jiyan, c'est-à-dire femme et vie, est la même. Petit 1. Donc femme et vivant, c'est la même racine. Deuxième, donc voilà, sur la question du féminin, je l'ai pas encore lu, mais j'ai vu que Françoise d'Aubonne, la fondatrice théoricienne de l'écoféminisme en France dans les années 70, a écrit un livre qui s'appelle Le féminin et la philosophie. Ah non, le féminisme ou la mort, en effet, ça c'est. Mais en fait, elle a écrit, de par sa centaine d'ouvrages absolument très divers, elle a écrit un ouvrage qui s'appelle Le féminin et la philosophie. Donc, comme elle est à la racine de l'écoféminisme, avec pas forcément le principe d'un humanisme, mais peut-être qu'il y a quelque chose à aller voir là-dedans. Peut-être qu'elle a eu des fulgurances. Pour moi, Françoise d'Aubonne incarne en effet l'énergie créatrice. Hein. Et donc ma question, c'est du coup, en effet, donc ok, philosophie. Quels sont vos liens théoriques ou d'amitié avec du coup Camille Froidevaux-Métry? Est-ce que parce que vous êtes ces dernières années, voilà, été identifiée justement comme œuvrant dans le champ de la philosophie dite de la phénoménologie. Et elle a en effet s'est outée sur la question de philosophie féministe. C'est difficile aussi de s'outer comme ça. Et avec un travail justement qui part depuis le corps et depuis justement cette corporéité. Et du coup, je voulais savoir si, est-ce que vous œuvrez, est-ce que vous vous connaissez, est-ce que vous vous appréciez, est-ce que vous, est-ce que moi vous j'aime soutenez, beaucoup ce qu'elle fait, mais c'est très différent parce que elle part de plus en plus. Hein, elle était au départ. Moi, je viens de la phénoménologie. Moi, je suis très universaliste. Je viens de la phénoménologie de Lévinas, Merleau-Ponty, et chez Camille, il y a de plus en plus quand même une réflexion sociale de dénonciation du patriarcat dans ses prises de position. Moi, pas du tout. Pas du tout. Mais j'aime bien ce qu'elle fait, c'est intéressant, mais vraiment. Hein, mais moi, je reste universaliste. Hein, ça, c'est un ouvrage un peu d'intervention, mais mes ouvrages de fond, ça vient il y a toujours cette réflexion sur les structures de l'existence qu'on peut révéler à même une description phénoménologique de la condition humaine prise dans sa corporéité.
Donc, et là, voilà. Et j'ai pas consacré des ouvrages, moi, à la situation des femmes. Je me considère pas comme féministe, philosophe féministe. Ah, bah non, mais là... Non, mais la question animale est la cause la plus importante de ma vie. Donc là, c'est même pas animaliste, le mot est faible. Mais ils sont toujours là. Mais en même temps, je ne travaille pas que sur ça. Ils sont toujours une approche transversale, puisque je ne les sépare pas de nous. Mais c'est un traumatisme pour moi. Mais je ne me considère pas comme philosophe féministe, mais j'ai lu les écoféministes, pas seulement de Bohm, mais même plus Booth, tout ça, c'est très important, c'est très intéressant. Mais par exemple, par rapport à la démarche de Camille Froidevaux, que vraiment j'apprécie beaucoup, c'est une approche très militante. Moi, j'ai ce souci quand même de viser quelque chose d'universel. Et puis, je n'aime pas trop ça c'est plus un caractère. Même dans mes écrits sur les animaux, j'ai essayé dans le manifeste animaliste, mais également quand je faisais beaucoup de conseils, enfin, j'acceptais de conseiller, j'ai toujours, moi, essayé d'embarquer les gens qui ne pensaient pas comme moi. Et dans le manifeste animaliste, je l'avais écrit, pas seulement pour les militants, mais aussi parce que je pensais que c'était une question qui devait entrer en politique, et je m'interrogeais sur la manière de trouver des pistes communes entre des gens qui veulent abolir l'exploitation animale, mais aussi des gens qui vivent l'exploitation animale. Donc comment faire pour arriver à des résultats concrets, ici et maintenant, et quelle stratégie, quels outils, et si vous lisez le livre, vous verrez que la dernière partie, c'est pas demain matin on est vegan et les autres ils sont pas importants. Et donc moi j'ai vraiment essayé, tout en montrant ce qu'il y a derrière la cause animale et pourquoi c'est une cause universelle qui concerne tout le monde, quels que soient les styles de vie. Ma grande question, c'était comment, dans une démocratie pluraliste, on arrive à avancer alors qu'il y a des intérêts économiques majeurs et des positions divergentes. Comment on peut, malgré tout, entre éleveurs et véganes, etc., arriver à des points communs. Et il y en a plein. Et s'il n'y avait pas autant de militants dogmatiques, je crois qu'on aurait réussi depuis longtemps à améliorer. Donc du coup, moi j'ai une démarche, je suis extrêmement... et puis j'aime pas moi trop le militantisme en fait, donc parce qu'il est toujours dogmatique et je me méfie. Donc moi j'aime bien, voilà, je cherche depuis longtemps un courant qui rassemble les Lumières à l'âge du vivant. Alors voilà, et vraiment même sur la cause animale, ça n'empêche pas que moi évidemment, évidemment, dans un monde idéal, on n'aurait plus de viande, hein, mais quand on peut être pur dans sa cuisine, enfin quand on vit avec d'autres et au niveau socio-économique, on est obligé, surtout moi je viens de la philopolitique, de trouver des pistes pour avancer justement dans le cadre démocratique. Donc, alors que Camille Froidevaux, de plus en plus, mais c'est très intéressant, évolue vers une réflexion où il y a quand même... une critique des constructions sociales est quand même assez dure, et de plus en plus dure, je trouve. Mais elle a de bonnes raisons pour ça. C'est un geste philosophique différent. Et à vous lire, c'est très intéressant et assez rassurant de voir que la pensée peut être puissante. Qu'il n'y a pas que le militantisme, justement, ou que il n'y a pas d'invitation à voter pour un parti ou à adopter un type de pensée. Mais il y a sans arrêt des pensées très, très fermes, très puissantes, dans la potentialité, dans la possibilité de se mettre d'accord sur ces idées-là. Et il y a la question des valeurs qui est très discutée actuellement, mais il y a une espèce d'intransigeance des valeurs qui n'est pas forcément une application imposée aux gens en leur disant « faites ça ou faites ça ». Mais juste, l'humanisme est une chose importante, l'universalité est une chose importante, l'altérité est une chose importante, et voilà, sans qu'il y ait d'injonction du tout. Il y a quand même le dernier mot, je crois, de ce livre, c'est quand même, ou l'avant-dernier, c'est compassion. C'est-à-dire que moi, j'ai
pas, et c'est pour ça que j'aime pas trop les militants. Pourtant, j'en ai connus et je les aimais bien malgré tout, puis ils sont utiles. Mais il y a un moment où c'est difficile. Bah oui, ils sont utiles. Sans eux, la cause animale, on leur doit tout, quoi. Les quelques avancées qu'il y a, sans les associations, sans les militants, c'est zéro. Hein, et dans tous les domaines, c'est comme ça. Mais il arrive un moment, puis ils ont beaucoup de générosité. Ce qui est un peu moins facile, c'est les militants autoproclamés qui font du militantisme sur Internet et à la télévision. Ça fait des dégâts. Mais c'est souvent difficile dans le militantisme de ne pas être dans la tyrannie du bien à un moment. Puis c'est vrai, il faut voir aussi la dureté des combats, hein, la violence qu'ils subissent. Donc du coup, mais moi, c'est la philosophie, c'est à quoi on sert, pourquoi on écrit. Et moi aussi, je pense quand même beaucoup contre moi-même avec l'idée, et là dans ce livre aussi, c'est-à-dire que vraiment j'ai essayé de ne pas juger les gens qui votent pour l'extrême droite. La démocratie repose plus sur des principes que sur des valeurs. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Et l'idée vraiment centrale, c'est notre fragilité aujourd'hui, pour tout un tas de raisons, à des discours qui peuvent nous perdre. Mais tout le monde. Oui, moi, merci beaucoup pour votre intervention. Parce que je préférerais, là, au terme de compassion, la légitimité. Je ne sais pas si ça vous... Oui, mais dans la compassion, il y a l'idée aussi de voir ce qu'il y a de tragique, mais de malheureux, oui, c'est chez les humains. Avec. Pas seulement, c'est l'idée aussi que les personnes, en voulant s'épargner de la souffrance, ils vont à l'encontre de leurs intérêts. Ils se plantent. Et c'est du coup... Donc la compassion, je trouve que c'est important. J'en parle très peu dans le livre, mais à la fin, parce que je trouve que c'est ça qui manque quand on parle de certains sujets qui... pas accuse, mais qui, quand on parle de certains sujets à partir d'un point de vue, là je commence par le fait qu'on a l'impression que l'extrême droite a gagné ou va gagner, quoi, et que les partis progressistes sont comme ça, sidérés. Voilà. Donc, de fait, je dis pas, mais que bon, il est clair que je ne vote pas pour l'extrême droite. C'est la seule chose qu'on sait dans ce livre sur moi. Mais l'idée, donc ça part de ce constat et du fait que l'extrême droite est un danger réel au niveau de qui est pas à amoindrir. Et puis, comme je vous dis, j'ai aussi l'expérience de personnes que j'ai connues qui étaient des réfugiés politiques et qui savent qu'on perd un pays à des étapes, que ça commence d'une certaine manière, où le lien social se délite, où il y a beaucoup de méchanceté. Ça commence comme ça. Hein. Dans le livre de Etche Telmakuran, Comment on perd un pays, les 7 étapes, il y a ça. Et bon. Mais en même temps, voilà, ce que je dirais, c'est que quand on est conscient de la destructivité des humains et des choses qui ne vont pas, il y a une chose, le piège, c'est de perdre toute foi en l'humanité, tout amour de l'humanité. Car, et c'est paradoxal, si on perd tout amour de l'humanité, tout est possible, quoi. Ça qui est, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a les barrières pour tout accepter. Bon, finalement, c'est pas la peine. Oui, mais justement, la légitimité du féminisme me paraît important. Ah, d'accord. Voilà. Légitimité. Oui, la légitimité. Mais c'est autre chose, là, ce que je voulais dire. Mais c'est évidemment important. Je suis désolé, on va devoir s'arrêter là. Alors, le rapport au temps est compliqué, on en a parlé. Et je vois les hommes petit à petit se lever, aller préparer des légumes pour vous accueillir ensuite à la maison. On ne peut pas les laisser comme ça. Mais si vous avez quelques questions encore à poser, on reste ici quelques minutes, bien entendu. Et puis, je vous invite à aller lire les livres de Corinne Pelluchon, bien entendu. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Vous avez pu écouter une rencontre avec Corinne Pelluchon à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, vendredi 6 juin 2025, à l'occasion de la parution aux éditions Rivage de son livre « La démocratie sans emprise ou la puissance du féminin ».
Rencontre réalisée et mise en onde par Radio Radio, en collaboration avec Radio Radio Plus et Radio Terre.